de l'adulte. Merci beaucoup. Donc, je l'ai fait. Bon, merci pour l'invitation. J'ai fait la présentation en anglais tout simplement parce que c'est plus facile pour moi. Je suis feignant, mais je vais dire le texte en français. Donc, la chose que je vais vous présenter, en fait, c'est quelque chose qui est fréquent en Inde. Ce sont les femmes sont bien souvent en malnutrition pendant la grossesse. Elles se retrouvent en carence de vitamine B12, mais aussi de vitamines B2, B4, B6. Et elles donnent naissance à des enfants qui sont véritablement très très petits. Ils pèsent moins de 2,8 kg à la naissance. Ils font à peine 45 cm de long. Et chez 60% des garçons, quand ils arrivent à la puberté, bim, diabète de type 2, alors qu'ils ne sont pas obèses du tout. Les filles, elles, échappent largement au problème de diabète. Par contre, on dirait bien qu'elles transmettent. Autrement dit, c'est transgénérationnel, ce truc. Et donc, c'est à ça un petit peu que je me suis intéressé, parce que c'est ce que les Indiens m'ont demandé de faire, véritablement. Donc, le problème, c'est véritablement celui-là. C'est qu'au niveau mondial, à peu près 16% de tous les enfants naissent très petits. Mais 95% de ces naissances très très petites arrivent véritablement dans les pays en développement. Et l'Inde seule correspond à 40% de tout le burden, de tout le poids de ces naissances-là. Donc, en fait, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau mondial, on s'aperçoit que la grande majorité de ces naissances-là se trouvent effectivement autour du subcontinent indien, avec le Pakistan ici, l'Inde bien évidemment, bloody hell, le Népal là-haut, le Bhoutan ici, Bangladesh là, et puis ici, le Siam, l'ancien Siam. Donc en fait, c'est toute cette région-là qui est véritablement complètement impactée, avec un petit peu le sud de l'Iran, le Yémen, ainsi de suite. Mais c'est véritablement autour de là que ça tourne. Et les conséquences de ça sont un petit peu dramatiques, parce que ces enfants-là qui naissent très petits se retrouvent avec un risque d'intolérance à la glucose arrivé à la puberté qui est augmenté de 3,8 fois, autrement dit pratiquement 4 fois, plus de risque de faire une intolérance à la glucose que n'importe qui d'autre, mais aussi des risques d'hypertension qui, eux, sont augmentés de 6 fois et demi, ce qui est absolument dramatique. Et donc le problème qui se pose avec ce genre de choses-là, c'est que bien évidemment, l'Inde est maintenant devenue un petit peu la capitale mondiale du diabète, et puis ça va pas aller en s'améliorant. Donc, les problèmes, en fait, les choses qui sont ressorties d'une étude qui a été faite, une étude longitudinale absolument énorme, qui a été faite à Pune, c'est l'État du Maharashtra, vers Bombay. Donc, ce qui ressort, en fait, c'est une étude, donc, ils ont fait de la prospective, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord commencé à analyser les mères en début de grossesse, sans savoir si elles avaient donné naissance à des enfants petits ou pas. Et c'est seulement après qu'ils sont revenus sur les données pour caractériser, en fait, ces enfants petits ou des enfants qui n'étaient pas petits, et quelles étaient les caractéristiques de la mère. Donc pour les caractéristiques des mères qui ont donné naissance à des enfants qui étaient très petits, au 2e mois de la grossesse, vitamine B2 très bas, cholestérol LDL très bas, folate méthylé haut, pas le tétrahydrofolate, pas le folate qui lui est utilisé métaboliquement, mais le folate qui n'est pas utilisable métaboliquement, méthylé en 5'. Homocystéine très haute, circulation de triglycérides élevée, carbohydrates en circulation élevée, et total cholestérol, donc HDL, cholestérol, plus le cholestérol élevé aussi. Au niveau du placenta, ce qui était vu, c'était que le placenta était relativement petit, et en ce qui concerne le sang qui était dans le cordon ombilical, autrement dit ce qui est apporté au fœtus, était très riche en leptine, riche en insuline, mais très pauvre en adiponectine. Et les enfants à la naissance, bien évidemment, étaient petits, moins de 2,5 kg, courts, bien évidemment. Ils avaient très peu de tissu adipeux abdominal, une musculature pas très bien développée. Par contre, des accumulations lipidiques sous-cutanées véritablement énormes. Ce qui faisait que ça leur donnait un phénotype en fait maigre-gras. Maigre interne, mais gras sous la peau. Donc directement en contact avec les muscles, avec le système squelettal. Et à partir du moment où ces enfants ont 6 ans, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils avaient une augmentation de la masse lipidique sous-cutanée, elle avait augmenté, et puis bien évidemment une augmentation du poids par rapport à la taille, mais ils faisaient aussi une hyperinsulinémie et une hyperleptinémie. Voilà. Donc c'était à partir de ça que c'était les éléments de départ, et les Indiens m'ont dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'une restriction nutritionnelle de la mère en début de grossesse peut entraîner un changement métabolique chez le fœtus qui va le prédisposer à faire un diabète de type 2 arrivé à l'adolescence? Donc quand on commence à intégrer tout ça,
La première chose à regarder, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau du métabolisme du carbone, qui est géré par les vitamines B12, B6. En fait, on se retrouve avec 5 cycles qui sont liés les uns aux autres. On a on a le cycle d'améthylation qui est ici, qui est associé au cycle du tétraméthylhydrofolate, au cycle associé au cycle BH4, qui contrôle un petit peu ce qui se passe au niveau de sérotonine et tout le reste, et au cycle, et qui lui est même associé au cycle de production de NO. Donc ce qui veut dire que si j'ai des blocs qui arrivent, ça c'est dépendant de B12, ça c'est dépendant de B6, donc si j'ai des blocs qui arrivent un petit peu tout le long de ce bazar, je vais véritablement bloquer tout ce système-là, donc le système de transméthylation, mais je vais aussi bloquer le système de transsulfuration. Je vais agir là-dessus. Et ce qui fait que si j'accumule de l'homocystéine dans mon système, parce que je ne peux pas produire de S-adénosylméthionine du fait que cette enzyme-là est bloquée, je vais me retrouver ici avec véritablement l'homocystéine qui va être élevée, mais ce qui va se passer, c'est que si je suis en manque d'énergie, véritablement, une transition d'énergie, je vais me retrouver véritablement à surproduire de l'alpha-kétoglutarate et aussi H2S dans ce système et de l'ammoniac. Donc, voilà un petit peu l'état des lieux au départ pour la mer lorsqu'elle... Jesus Christ. Donc, quelles sont les conséquences en fait métaboliques? Je me retrouve avec un déficit chronique en vitamine B12 qui va m'entraîner une sous-activation de méthyltransférase. Donc, sous-activation de méthyltransférase veut dire S-adénosylméthionine et THF supply down. Et l'homocystéine, bien évidemment, est méthyl-THF élevé. Si je prends méthyl-THF élevé plus SM down, je vais me retrouver avec une disruption du cycle BH4. Autrement dit, du cycle qui va me permettre la production de NO. Donc la production de NO dégringole. Si la production de NO dégringole, la vascularisation du placenta va en payer le prix. En parallèle, j'ai une élévation de l'homocystéine. L'élévation de l'homocystéine va m'entraîner une altération du métabolisme des lipides. Voilà, une altération du métabolisme des lipides qui va se retrouver bien évidemment ici. C'est ça qui va m'entraîner une augmentation des triglycérides en circulation. Je vais me retrouver aussi avec une élévation du cholestérol en circulation. HDL, pas LDL. Et je vais bien évidemment avoir une augmentation de la production de H2S à cause de l'accumulation de méthionine et de son métabolisme qui va suivre derrière. D'homocystéine qui va suivre derrière. Donc les conséquences en fait de ce genre de truc-là en tout début de la grossesse, c'est qu'on va avoir normalement, lorsque quelqu'un prend un repas, véritablement, on va se retrouver avec une activation hépatique qui va sensibiliser les muscles à l'utilisation de l'insuline. C'est ce qu'on appelle le mécanisme IS. Et ce mécanisme, en fait, passe à travers la production de glutathione au niveau hépatique, mais aussi un signal cérébral qui est suite à la prise de repas, qui lui va agir à travers le système cholinergique, pour maintenant agir sur le foie, à travers la production de NO, pour IS qui va agir préférentiellement sur les muscles, et augmenter véritablement, faire baisser la glycémie à travers ce système-là. Si je bloque n'importe où sur le pathway, que ce soit ici, à travers le système NO, ou que ce soit ici à travers le système GSH, ce qui se passe en fait chez ces gens-là, je bloque bien évidemment ça. Et ce qui fait que dans ces conditions-là, la mère, dès qu'elle aura pris un repas, avec ce système-là bloqué, ce qui va se passer chez elle, elle va faire une hyperglycémie, une hyperinsulinémie, une hyperlipidémie, et une augmentation du stress oxydatif. Donc tout ça, ça ne va pas être clinique. On est simplement dans des élévations marginales, mais qui se reproduisent. D'accord ? En parallèle, cette mère a une diète en protéines qui est véritablement très très pauvre. Dans ce système-là, lorsqu'on se retrouve avec une carence en protéines, on va mettre en route un système de préservation des acides aminés essentiels. Ça s'appelle une autophagie, mais qui n'est plus dépendante du système mTOR, mais qui passe par AMPK. Et en fait, quand on met en route ce système-là, ce qu'on est en train d'inhiber, c'est véritablement le système mTOR. Seulement ça a des conséquences, bien évidemment. Une des conséquences, c'est qu'on va surproduire de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA qui, bien évidemment, va être redirigé vers la synthèse des acides aminés, des acides gras, pardon. Seulement, j'ai un problème là, parce que je me retrouve avec j'ai un taux d'homocystéine qui est véritablement très élevé en circulation. Ça inhibe la bêta-oxydation des acides gras.
Donc je surproduis des acides gras, mais je ne peux pas les métaboliser. Résultat des courses, ils vont en circulation. D'accord? Donc ça va m'entraîner véritablement une hypertriglycéridémie, bien sûr, mais ça va aussi m'entraîner une surproduction de NADH. Donc, et en parallèle, comme j'ai pas mal mon alimentation est pauvre en protéines, pauvre en vitamines, mais riche en carbohydrates, une grande partie des carbohydrates qui vont être en circulation, je vais les utiliser pour produire des acides aminés non essentiels. Donc j'ai l'autophagie qui est en route pour préserver les acides aminés essentiels, la transformation des glycérides en acides aminés. Et donc je vais avoir 3 conséquences véritablement qui vont être là. Donc je vais avoir en fait un ratio relativement élevé d'acides aminés non essentiels par rapport aux aminoacides essentiels. Donc je ne vais pas avoir une grosse baisse ici due à l'autophagie, mais je vais avoir une augmentation ici. Je vais avoir bien sûr une surproduction de pyruvate et de NADH, et puis j'aurai toujours un taux de carbohydrates en circulation qui va être relativement élevé. Donc, si on reprend les choses véritablement, maintenant on essaie de regrouper, on se retrouve avec une mère qui fait une hypercholestérolémie, une hypertriglycéridémie, et ça on sait que ça va avoir un effet au niveau, un effet délétère sur les fonctions circulatoires du placenta. En parallèle, on va avoir l'O-B12 bas avec homocystéine qui est très élevé, et ça va entraîner une réduction du poids, de la masse du placenta. En parallèle, cette homocystéine qui est élevée va maintenant m'induire véritablement des dysfonctionnements au niveau vasculaire à travers les canaux potassium qui sont contrôlés par le calcium. On peut passer rapidement. Ça va induire un stress, bien évidemment, de l'endoplasme au niveau du placenta. Et là, maintenant, je vais me retrouver avec de véritables dysfonctions, de véritables dysfonctionnements au niveau vasculaire sur le placenta. Et donc, le fœtus va être exposé véritablement. Ce qu'il va avoir, c'est en face de lui un placenta qui est relativement dysfonctionnel, avec une atténuation de ce qui est des échanges gazeux, véritablement, donc une forme d'hypoxie qui va être là. Et en plus, ce que ce placenta va lui apporter, c'est beaucoup de lipides et de cholestérol, beaucoup de carbohydrates, beaucoup d'homocystéine et beaucoup de pyruvate, pas beaucoup, très peu de vitamine B12 et très peu de tétrahydrofolate, à part du tétrahydrofolate méthylé. Il va avoir peu aminoacides essentiels. Les acides aminés non essentiels, ça va être à peu près OK, mais les acides aminés non essentiels, ça va être bas. Et puis, bien évidemment, hypoxic condition. Donc ça, c'est ce qu'on a véritablement, ce qui est en circulation chez la mère. Alors ça, c'est un modèle, bien évidemment. Donc il faut aller vérifier derrière. Qu'est-ce qu'on devrait voir chez la mère, en fait, à différentes étapes de la grossesse, surtout à 2 mois? On devrait voir une élévation des acylcarnitines qui indique que véritablement on a une atténuation de la bêta-oxydation des acides gras qui est due à homocystéine. On devrait avoir une élévation du lactate au repos qui était une indication de la surproduction d'acétyl-CoA. On devrait avoir une élévation du ratio non essentiel, acides aminés non essentiels sur aminoacides essentiels. Donc ça, on devrait le voir aussi. On devrait avoir une élévation urinaire cette fois, pas au niveau du sang, de protéines qui sont faites conjuguées, à phosphatidyléthylamide, mais on devrait aussi avoir une augmentation de hydroxydexayogonidine qui en fait sont des indications de la mise en route de l'autophagie dirigée à travers AMPK et donc pas mTOR dépendant. On devrait voir ça. On devrait voir aussi une augmentation véritablement de la circulation de cystathiones et homolantines qui en fait sont des indications de la surproduction de H2S. On ne peut pas mesurer H2S directement, mais on peut mesurer son nombre à travers justement une augmentation de ces deux choses-là. Donc ça, c'est ce qu'on devrait voir véritablement chez la mère. Et puis, bien évidemment, une diminution de la somatostatine postprandiale qui serait une indication véritablement une réponse IS qui serait atténuée. Donc ça, c'est ce qu'on devrait voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez le fœtus? Alors, chez le fœtus, lui, rappelez-vous, on lui amène beaucoup d'insuline, beaucoup de leptine, beaucoup de lipides, beaucoup de cholestérol, beaucoup de carbohydrates, beaucoup d'homocystéine, beaucoup de pyruvate, très peu de B12, tétrahydrofolate, pas beaucoup d'aminoacides essentiels.
Et donc tout ça associé. Donc ce qu'il va avoir, ce qui va se passer chez le fœtus, il va se retrouver avec une carence en donneur de méthyle. Ça va entraîner l'inhibition des CIRT, ce qui va entraîner l'inhibition épigénétique du coactivateur de PPAR gamma. On va avoir une augmentation, une mise en route très précoce et très soutenue de AKT et mTORC1 en activation, ce qui est le contraire de ce qui se passe chez la mère. Chez la mère, ce système-là n'est pas activé, c'est le système AMPK qui est activé. Chez le fœtus, c'est ça qui est activé. Et une altération, bien évidemment, du contrôle métabolique à travers les facteurs de transcription ATF4 et ATF6-bêta. Parce que au niveau fœtal, véritablement, tout ce qui est transcription de prestations métaboliques reprogramming, en fait, tout ça est interconnecté à travers ces facteurs de transcription ici. Et en particulier, la différenciation des adipocytes et leur déposition, les endroits où ils vont être préférentiellement déposés. C'est un petit peu ça. Et donc, ce qui se passe véritablement, maintenant, si on regarde ce qui est en train de se passer au niveau différenciation adépocytes et où est-ce qu'ils vont être distribués, véritablement, on sait que d'habitude, la différenciation des adipocytes va se passer véritablement dû à un signal bêta adrénergique et qui va en fait entraîner la maturation de préadipocytes vers les adipocytes blancs et ensuite, à travers PPAR gamma et PGC1 alpha, véritablement, qui peut les transformer en adipocytes beiges. Autrement dit, les adipocytes bruns, 3 types d'adipocytes. Bruns, ils sont là pour produire de la chaleur. Blancs, ils sont là pour stocker du gras et une réserve métabolique. Brun, beige, c'est un peu les deux. Il faut un peu les deux. Et donc, dans ce système-là, on peut différencier des adipocytes blancs en adipocytes beiges à condition qu'on ait ce système-là qui est actif, ou on peut dédifférencier des adipocytes beiges en adipocytes blancs, toujours pareil, à condition que ça soit actif. Or, dans ce système-là, avec ce que j'ai là, ce qui se trouve, c'est que je vais retrouver, moi, avec CIRT1 qui va être inhibé à cause du niveau d'homocystéine qui est très très élevé dans mon système. Donc, résultat des courses, je suis en train de bloquer ici la différenciation. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est produire, à partir des précurseurs, des adipocytes blancs et des adipocytes bruns qui vont avoir un phénotype d'adipocyte blanc. Autrement dit, au lieu de produire simplement de la chaleur, ils vont se mettre à accumuler du gras. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne la différenciation des adipocytes. Maintenant, au niveau des types de précurseurs que je vais avoir, au niveau chez l'humain, on sait qu'il y a 2 types de précurseurs d'adipocytes qui expriment un facteur de transcription qui s'appelle MIF5. Il y a ceux qui l'expriment et ceux qui ne l'expriment pas. Et ceux qui expriment MIF5 sont aussi les précurseurs des muscles squelettos. Donc, c'est le tissu adipeux, mais aussi les muscles. D'accord? Dans ce système-là, j'ai, rappelez-vous, AKT qui est mTORC1 qui est activé, j'ai mTORC1 qui est activé, ça veut dire que j'ai PTEN qui est désactivé, AKT qui, lui, est activé. C'est AKT qui me désactive PTEN. Si j'ai PTEN qui est désactivé, je vais avoir la signalisation à travers le récepteur insuline bêta qui va devenir dominante. Ça va m'entraîner une différenciation préférentielle des adipocytes à partir de précurseurs qui expriment MIF5. Et ce qui fait que là, maintenant, je vais me retrouver qui exprime ça, et cette différenciation va être au détriment de ceux qui n'expriment pas MIF5. Et donc, je vais me retrouver avec une expansion sélective de tout ce qui est fat dépôt uniquement à travers ça. Maintenant, ça a un effet bystander, un effet collatéral absolument majeur. Parce que ce que ça va entraîner, ça, derrière ce genre de truc, on va se retrouver avec véritablement maintenant des dépôts qui vont être préférentiellement sous-cutanés à l'opposé d'avoir des dépôts qui commencent par être internes, mais en même temps, on va se retrouver avec une hypertrophie de ces dépôts qui vont être véritablement sous-cutanés. Donc on va se retrouver avec une différenciation et une hypertrophie sans avoir une division préalable, d'accord? Ce qui veut dire que je vais très vite me retrouver avec une exhaustion, me retrouver en carence de progéniteurs ici, ce qui va avoir un impact sur les muscles. Et donc, là, je suis toujours in utero. À partir de ce moment-là, je suis déjà en train de mettre en place la résistance à l'insuline. Et ça se passe in utero pendant le développement.
Et donc, ensuite, bien évidemment, donc, ce que je devrais voir maintenant chez les enfants, bien évidemment, je ne peux pas prélever des échantillons sur un fœtus. C'est totalement impossible, encore moins sur un nouveau-né. Mais par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est faire des prélèvements, soit sur des avortements spontanés, soit sur des enfants morts-nés. Ce qui est étonnant en Inde, dans ce genre de système-là, c'est que les avortements spontanés sont peu fréquents, alors que les conditions de développement du fœtus sont carrément catastrophiques. Donc on a bien une adaptation à ce genre de trucs-là. Mais ça reste quand même, mais par contre, les morts-nés, ça, il y en a. Donc le prélèvement à faire là-dessus, c'est bien évidemment regarder sur ces adipocytes sous-cutanés, quel genre de type d'adipocytes on a. Le modèle est clair là-dessus. On devrait avoir principalement des adipocytes blancs, très gros, avec quelques adipocytes bruns qui vont être interspersés à l'intérieur de tout ça, mais qui vont avoir les caractéristiques d'adipocytes blancs. Donc je devrais avoir là-dessus des acides aminés. Donc ce qui caractérise les adipocytes blancs, c'est ce transporteur d'acides aminés ici. Ce qui caractérise les adipocytes beige, c'est un autre transporteur d'acides aminés, c'est celui-là. Et en ce qui concerne l'expression de gènes, véritablement, ce qui va caractériser les adipocytes blancs, c'est l'expression de leptine OXC8, OXC9. Pour les adipocytes beiges, ça va être TBX1 et TMM26. Et pour les adipocytes bruns, ça devrait être ces éléments-là. Donc ça, c'est ce qui reste à vérifier. Alors, donc, si on essaie de regrouper tout ça maintenant pour avoir une image à peu près globale, qu'est-ce qu'on a pendant la grossesse? Chez la mère, on va se retrouver avec des triglycérides qui sont élevés en circulation, cholestérol qui est élevé, carbohydrate qui est élevé, homocystéine qui est élevé, les acides aminés non essentiels à peu près normaux, les acides aminés essentiels, eux, baissés. On va se retrouver avec B12 qui est bien évidemment diminué, THF, pas la forme méthylée, mais la forme métabolisable qui est, elle, est baissée, et le mécanisme IS qui, lui, est déficient. Ça devrait m'entraîner. Ça devrait m'entraîner véritablement au niveau du placenta une dysfonction de la vascularisation, une hypoxie, du stress de l'endoplasme et bien évidemment une augmentation de la sécrétion de leptine à partir du placenta. Qu'est-ce que ça va faire chez le fœtus pendant qu'il se développe? Lui, il va avoir bien évidemment toutes ces choses-là qui vont être augmentées parce que ces produits se soit amenés par le sang de la mère, soit amenés par le placenta lui-même, et bien évidemment avec toutes ces carences-là. Ces carences ici et là que la mère n'a pas, tout simplement à cause de ça et à cause de ça. Et aussi à cause de l'augmentation ici en homocystéine et surtout en ox. Ce que ça va faire, c'est faire baisser son rythme métabolique, et bien évidemment atténuer ses potentiels d'oxydation bêta. Ce qui va entraîner véritablement ça derrière le surdéveloppement d'adipocytes sous-cutanés blancs. Et là maintenant on va se retrouver véritablement ici avec de l'adiponectine, sécrétion à partir des adipocytes qui elle va devenir défectueuse, la résistance à l'insuline qui elle va être présente, et puis une diminution de poids, de taille et de poids du fœtus en développement. Après la naissance, qu'est-ce qui se passe? Après la naissance, le fœtus, l'enfant va se retrouver dans les mêmes conditions de nourrissement que sa mère. D'accord? Donc, il va avoir sa diète, c'est toujours pareil, comme celle de sa mère, riche en carbohydrates, pauvre en protéines, pauvre en vitamine B12, pauvre en tétrahydrofolate. Donc ça, bien évidemment, pendant toute sa croissance, les adipocytes sous-cutanés, ça va continuer à augmenter. La masse musculaire, elle, augmente relativement lentement. Ces enfants-là rattrapent les autres en grandissant. Ils ne restent pas petits. Ils rattrapent les autres. Donc sa masse musculaire va augmenter au même titre que le reste, mais moins rapidement que ça. Et sa résistance à l'insuline va bien évidemment, elle, continuer à augmenter. On n'a toujours pas de diabète clinique, là. C'est seulement à la puberté que le problème va se poser, parce qu'à l'adolescence, chez les garçons, bien évidemment, la testostérone arrive de façon constitutive dans le système. Ce qui fait que sa masse musculaire augmente d'un seul coup. Il a une masse sous-cutanée adipeuse qui, elle, est énorme. C'est elle qui induit véritablement la résistance à l'insuline. Donc sa masse musculaire augmente, la résistance à l'insuline augmente, elle, de façon déraisonnable, et c'est ça qui va entraîner l'apparition de diabète clinique chez les garçons. Les filles, elles vont largement échapper à ça. Pourquoi? À cause de ça.
Elles vont commencer par produire la testostérone, bien sûr, mais elles vont la transformer en progestérone. Donc, si l'enzyme qui transforme la testostérone en progestérone est relativement lente, la testostérone va fuir un peu, celles-là peuvent effectivement faire un diabète au même titre que les garçons. Mais là où l'enzyme fonctionne normalement, non, elles vont échapper. Alors si maintenant on fait le scénario global de ce qui se passe, on se retrouve véritablement avec, chez la mère, bien évidemment, ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est pas beaucoup de protéines et carence en vitamines, on va se retrouver avec des acides aminés essentiels qui sont bas et l'homocystéine qui est très haute. Chez le fœtus, les conditions de développement vont être véritablement catastrophiques, parce qu'en plus, il y a aussi de l'hypoxie qui est présente dans le système. Et chez ces enfants-là, le fœtus s'adapte. Le fœtus s'adapte à ces conditions-là, en fait, en réduisant sa taille et en changeant surtout la façon dont il gère la distribution et la consommation d'énergie à travers le système adipeux. C'est ça qui lui permet de survivre in utero. Il va falloir conclure. Et oui, on y est. Et donc, l'enfant se développe véritablement, après, quand il naît, il se développe dans un environnement qui est normal. Sa masse sous-cutanée adipeuse augmente. Là, la résistance à l'insuline augmente, mais on n'a toujours pas de diabète. C'est simplement quand on arrive à l'adolescence que, balaboum, là, le truc. Et donc, ce qui se passe véritablement, c'est que, comme ça dure depuis plusieurs générations, surtout que ça fait très longtemps que ça dure, les filles, ce qu'elles ont dû faire, elles, c'est faire un marquage épigénétique sur leurs ovules pendant leur développement in utero pour préparer leurs futurs enfants à survivre aux mêmes conditions de développement que celles qu'elles ont rencontrées. Donc on a des marquages épigénétiques en ce qui concerne toute la gestion, véritablement, de la différenciation des adipocytes chez le fœtus, mais aussi au niveau des... Et donc, pour arriver à mettre un terme à ça, il faut changer véritablement les conditions, les habitudes de nourriture, véritablement, des gens au début de la grossesse, mais aussi, enfin, avant. Le problème, c'est qu'évidemment, toutes les habitudes, en ce qui concerne les habitudes de nourriture, c'est complètement dépendant de la géographie, de la religion, les traditions, saisons, les spécificités culturelles, le pouvoir économique, bien évidemment, mais aussi les croyances socio-psychologiques. Et donc, dans ces conditions-là, on a aussi besoin de savoir quels sont les facteurs, les facteurs qualitatifs qui sont vraiment associés à chaque population à laquelle on s'intéresse. Ce qui veut dire que dans ces conditions-là, une solution globale agronomique ne peut pas exister. On a besoin des variables qualitatives qui vont avec chaque population. Et donc, en ce moment-là, il y a un programme de recherche fédérale sous la direction du prof Sanjeev Galande, qui est le patron du Centre national d'excellence en épigénétique à Pune, qui est en route véritablement et qui va bien sûr inclure une campagne de prélèvement d'échantillons sur tout un tas de différentes populations en Inde, en même temps que les variables qualitatives qu'on a besoin de connaître pour chacune de ces populations. Et ça, c'est sous la supervision du docteur Prachikatre. Ça, c'est en route. Voilà. Et donc, merci aux gens qui permettent de faire ça, bien évidemment, puis surtout les collaborateurs académiques, parce que sans eux, ça n'avance pas. Donc, Sanjeev Galande à Pune et Prachikatre, elle aussi à Pune. Voilà. Merci beaucoup. Et pardon pour la lobotomie. Préciser que ça concerne entre 50 et 100 millions d'enfants et c'est actuellement fait. On a oui. On sait bien que les populations ne sont pas nécessairement petites. Et ce programme est fait sur 5 États. 40% des naissances sont comme ça, c'est énorme. Merci pour cette présentation et bravo pour ce travail magnifique qui montre que l'épigénétique, il y a des solutions, mais que c'est assez compliqué vu l'environnement. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est pouvoir ramener ça au niveau métabolique, puisque c'est comme ça que ça va se traduire. Donc, on aura l'occasion, je pense, d'échanger lors du repas sur ces questions-là. Et on va passer sur la dernière présentation.